Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de dire quelques mots pour introduire le sujet de ce soir. Merci de votre présence et on compte beaucoup sur vos questions pour approfondir les domaines que nous allons explorer dans ces quelques introductions que nous allons présenter. Alors, je voudrais peut-être partir d'un constat qui va renforcer celui que Romain Weckmans vient de présenter, c'est que dans la plupart des régions du monde, la consommation de viande est en train d'augmenter. Ce n'est pas le cas, c'est vrai, dans les pays les plus riches où la consommation de viande stagne, voire même baisse légèrement au cours des années plus récentes, mais à l'échelle mondiale, la consommation de viande et donc sa production, notamment industrielle, est en augmentation constante. Cela tient essentiellement à deux facteurs. D'abord à l'émergence d'une classe moyenne à l'échelle mondiale dans des pays qui sont en train d'acquérir le statut de pays à revenus intermédiaires, les économies émergentes, et ça tient aussi à l'urbanisation, le fait que les populations migrent des campagnes vers les villes et que les personnes qui vont migrer vers les villes changent de régime alimentaire et vont vers des régimes alimentaires qui sont plus riches en protéines animales, en viande, mais aussi en produits laitiers, faisant croître par conséquent la demande de viande et de produits laitiers issus de l'élevage. Alors, par exemple, on a vu en Chine les niveaux de consommation de viande augmenter de manière très significative au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, la personne en Chine consomme en moyenne, l'individu consomme en moyenne près de 65 kilos par an de viande, alors que cette même personne aurait consommé sans doute une vingtaine de kilos il y a seulement 20 années de cela. Dans des pays comme les États-Unis, l'Australie, le Canada, on est à un niveau de consommation très élevé, qui sont de l'ordre de 110 kilos de viande par personne et par an. C'est ces pays-là qui sont les pays les plus forts consommateurs de viande par personne. Et on a par ailleurs des pays qui restent à des niveaux de consommation extrêmement bas. 15 kilos de viande par personne et par an dans un pays comme le Niger ou le Mali, 11 kilos dans un pays comme l'Inde, pour des raisons, il est vrai, qui sont aussi culturelles ou religieuses, là où la consommation de viande est réprouvée ou bien est considérée comme n'étant pas appropriée pour les personnes de caste supérieure. Donc on a des niveaux de consommation très variables selon les régions, des patterns, des tendances de consommation très variables, mais la conclusion générale, celle que Romain Weckmans a déjà évoquée, c'est une croissance rapide de la consommation de viande à l'échelle mondiale. Alors ceci évidemment pose des questions, des défis, compte tenu des impacts notamment environnementaux de la viande. Mais ici, la question en fait est très complexe pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a différents types de viande dont l'indice de consommation est très différent. C'est-à-dire que le rapport entre les calories que l'animal ingère et les protéines qu'il fournit, ce rapport est plus ou moins important selon l'animal dont il s'agit. Ainsi, par exemple, les monogastriques, les porcs, les volailles, ont un indice de consommation qui est bien meilleur que les bovins. Les porcs, les volailles ont besoin de beaucoup moins d'aliments ingérés pour fournir les protéines que ces animaux peuvent fournir. À l'inverse, les bovins ont besoin de beaucoup plus de céréales, de calories ingérées pour fournir un même nombre de protéines. C'est donc une première difficulté, c'est qu'il faudrait faire une distinction très fine selon les types de viande dont il s'agit. Viande rouge, viande blanche ont un bilan très différent du point de vue de cet indice de consommation. Deuxième raison pour laquelle il est difficile de tenir des propos très généraux, c'est que la manière dont l'élevage se développe a un impact environnemental plus ou moins important. On peut distinguer par exemple, de manière très nette, les animaux qui sont nourris sur base de tourteaux de soja ou d'aliments qui sont transformés à partir de cultures fourragères, maïs ou soja en particulier, que l'on nourrit en batterie, en usine, et qui
ne se nourrissent pas du tout ou très peu de foin ou d'herbe. Ça, c'est un mode de production industrielle qui a des impacts très importants pour l'environnement, notamment en termes d'utilisation de terres arables pour la production de cultures fourragères. Et l'on sait par exemple que des zones très importantes en Argentine, au Brésil, y compris par des entailles dans la forêt amazonienne, sont vouées à la production de soja, de maïs pour l'élevage. En Belgique même, je crois que c'est à peu près 60% des cultures céréalières qui sont en fait vouées à la consommation animale. Donc la consommation animale de fourrage a des impacts sur l'environnement, notamment en raison de l'accaparement de terres qui en résulte et de la concurrence entre les cultures alimentaires d'une part et les cultures fourragères d'autre part. Cet élevage industriel a d'autres conséquences également, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, qui concernent la santé des personnes qui consomment cette viande, mais aussi les déchets qui sont produits, qui résultent de cet élevage industriel, notamment l'excès d'azote et de phosphore qui résulte de cet élevage industriel. Toute autre chose est l'élevage en pâturage. Dans des pays comme la France et largement en Wallonie, à la différence de ce qui se passe par exemple aux Pays-Bas, au Danemark ou dans la plupart des régions d'Allemagne, les animaux sont élevés sur des pâturages et passent 6-8 mois par an à l'extérieur, mangeant de l'herbe ou du foin, avec quelques compléments d'aliments transformés, mais l'essentiel de leur alimentation repose sur ce que les prairies fournissent. Et ce type d'élevage beaucoup plus extensif est beaucoup plus durable, exigeant certes que des pâturages soient disponibles, mais certainement pas que des cultures de maïs, de soja en grande quantité soient préparées pour le fourrage animal. Et donc ce type d'élevage a des impacts environnementaux très différents. Les prairies sur lesquelles ces animaux paissent sont des puits de carbone, sont aussi des réservoirs de biodiversité. Il serait extrêmement problématique de transformer ces prairies naturelles en cultures parce qu'il en résulterait des dégagements très importants de dioxyde de carbone. Et donc, on peut, à bon droit, dire que ce type d'élevage a des impacts environnementaux beaucoup moins problématiques. Cela ne veut pas dire que cet élevage est innocent du point de vue environnemental. En effet, les bovins qui sont élevés en pâture dégagent malgré tout, comme tous les bovins, du méthane en grande quantité en raison de la fermentation entérique, de la digestion du bétail. Et ceci est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, ce qui explique ce chiffre que Romain Weckmans a évoqué. On estime que, dans l'ensemble, l'élevage à l'échelle mondiale représente à peu près 15% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. En fait, c'est une estimation relativement basse par rapport à d'autres estimations. La FAO, dans un rapport célèbre de 2009, avait plutôt situé cela aux alentours de 19%. Certaines estimations vont jusqu'à 30%, en tenant compte notamment de toute l'énergie requise pour produire les cultures fourragères, y compris pour les intrants pour la production de maïs et de soja. Mais donc, je dirais que pour ces deux raisons, les viandes ne sont pas toutes identiques entre elles, les modes d'élevage importent, on ne peut pas dire de manière générale que la viande a des impacts environnementaux problématiques, ou plus précisément, les impacts environnementaux de l'élevage sont très différents selon les filières dont il s'agit, pour être précis. Je voudrais quand même préciser, s'agissant de ce rôle des prairies comme réservoir de biodiversité et comme puits de carbone, que bien que cela soit très important, cela ne compense pas les émissions de méthane qui résultent de la digestion du bétail. En France, par exemple, on estime que l'absorption ou le stockage de carbone par les prairies représente à peu près 35% des émissions de méthane qui résultent de la fermentation entérique. Donc le méthane entérique a des impacts considérables en termes de gaz à effet de serre et donc de réchauffement climatique, en dépit des modes de production beaucoup plus durables en France que dans d'autres régions. Donc ça c'est, si vous voulez, en quelques mots,
les enjeux environnementaux, et à ces enjeux environnementaux s'ajoutent d'autres enjeux que ce soir l'on va peut-être pouvoir évoquer. Et Romain Weckmans l'a déjà dit, il y a un autre débat parallèle au premier qui concerne les impacts sur la santé. Alors ici, il y a deux préoccupations majeures qui se font jour. La surconsommation de viande, notamment dans les pays riches, a deux conséquences qui sont aujourd'hui jugées de plus en plus problématiques. La première, c'est que la viande rouge transformée a été considérée comme potentiellement cancérigène pour l'homme. Et ceci est une conclusion à laquelle le Centre international de recherche sur le cancer, qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, est arrivé dans plusieurs rapports qui datent des années 2014-2015, qui ont suscité évidemment des réactions extrêmement vives de la part de l'industrie de transformation de la viande, mais qui, sur le plan scientifique, paraissent adossés à des recherches très, très robustes. L'évidence paraît tout à fait forte. Et donc, l'abus de consommation de viande peut avoir des impacts en termes de développement de certains cancers en particulier, mais aussi accroître le risque d'obésité. C'est un autre risque que l'OMS pointait. Et donc, ça, c'est un aspect du débat qui concerne, je dirais, les populations qui vont au-delà de ce que les nutritionnistes recommandent comme consommation de viande, c'est-à-dire au-delà de 20-23 kilos par adulte par an. Deuxième niveau du débat, c'est l'utilisation, notamment dans l'élevage industriel, d'antibiotiques préventifs, c'est-à-dire non thérapeutiques, dans des lieux où les animaux sont stockés en masse, voient peu la lumière, voire pas du tout la lumière, et où se développent par conséquent des infections, des maladies contre lesquelles il faut les préserver, pour éviter d'ailleurs que l'infection se propage, l'on prévient l'infection par des antibiotiques qui, par conséquent, se trouvent dans la viande que l'on consomme. Et de plus en plus, les scientifiques s'inquiètent de ce que les mangeurs de viande, les mangeuses de viande, deviennent insensibles par conséquent à un traitement antibiotique en cas d'infection. Et on a de plus en plus de chiffres inquiétants qui circulent sur des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis, par exemple, qui ne sont plus sensibles au traitement antibiotique et qui, par conséquent, pourraient demain ne plus pouvoir être soignés à la suite d'une infection qu'ils subiraient. Et donc, ça, c'est, me semble-t-il, les deux impacts principaux sur la santé qui alimentent ce débat sur la consommation de viande et sur notre nécessité de réduire cette consommation. Alors, il y a un troisième niveau à ce débat, qui est celui de la viande comme source de revenus pour les éleveurs, comme manière de fonctionner dans un cycle agroécologique où l'animal a sa fonction, et comme manière pour beaucoup d'éleveurs, d'éleveurs pastoralistes dans les pays en développement, de stocker leur capital. Je m'explique. Dans beaucoup de pays en développement, où on n'est pas du tout dans un élevage de type industriel, à grande échelle, la vache que l'on possède est à la fois une source d'énergie parce que cela peut servir dans des modes de culture à traction animale. C'est une manière pour l'éleveur, l'agriculteur, de stocker un capital. Ça représente en fait son compte en banque et c'est une manière pour lui d'investir et de protéger son avenir. Et puis, c'est aussi une manière d'avoir un animal qui sert une fonction utile dans une pratique agroécologique. Dans un cycle agroécologique qui fonctionne bien, et Philippe Barret en parlera avec infiniment plus de talent et de compétences que moi, l'animal a une fonction parce que l'animal, par ses déjections, peut fertiliser le sol, il peut entretenir un rapport parfaitement complémentaire avec les plantes et d'ailleurs les arbres dans des systèmes agroécologiques où on vise non pas les monocultures, la simplification et où l'on ne cherche pas à réduire la complexité, mais où au contraire on cherche à jouer de la complémentarité entre les différentes composantes de la nature. Et l'animal a tout à fait sa fonction dans cette démarche agroécologique qui est
autant que possible celles qu'essayent de suivre les agriculteurs, les éleveurs dans les pays en développement qui ne sont pas encore allés vers l'élevage industriel. Et par conséquent, dans ce type d'élevage, dans ce type de contexte, notamment dans les pays en développement, l'élevage a des fonctions qui sont très différentes de celles qu'il peut avoir chez nous et dont il faut également tenir compte. Donc, je dirais que le débat est complexe parce qu'il se situe à ces différents niveaux, environnement, santé, développement rural et revenus des éleveurs, aussi parce que les différentes filières ne peuvent pas être considérées comme équivalentes les unes aux autres, les différents niveaux de consommation sont très différents selon les régions dont il s'agit, et je dirais même que dans le cycle de vie d'un individu, la fonction des protéines animales qu'il absorbe est très différente. Pour un jeune enfant, un adolescent qui est encore en pleine croissance, cela peut être important d'avoir cette source commode de protéines de bonne qualité, alors que pour des adultes dont la croissance est achevée, la consommation de produits laitiers, la consommation de viande n'a peut-être pas nécessairement les mêmes fonctions, donc c'est encore une variable dont il faut tenir compte. Alors, il y a évidemment, au-delà de ces trois dimensions, environnementale, sanitaire et de développement rural, il y a un quatrième niveau du débat, si vous voulez, qui est celui sur lequel je ne vais pas m'étendre du tout, parce que c'est le niveau qui va être abordé par notamment Renan Larue et Ophélie Véron, qui concerne le souci de plus en plus important et explicite dans le chef des populations de bien-être animal. Il y a beaucoup de variétés de végétarianisme et de véganisme qui ont des motivations parfois philosophiques et religieuses et parfois sont associées à une préoccupation pour l'environnement ou la santé. Et donc, je laisserai Renan et Ophélie développer ce point de vue. Dans l'opinion publique aujourd'hui en Europe, il me semble que c'est encore les préoccupations environnementales et de santé individuelle qui l'emportent sur les autres lorsque les gens se questionnent sur la consommation de viande, mais la montée en puissance de la revendication liée au souci du bien-être animal et du mouvement vegan en particulier qui s'y trouve associé, quoique elle soit plus récente, devient une force dont il faut tenir compte. Et voilà en quelques mots, si vous voulez, le contexte qui me paraît être celui de notre discussion de ce soir. Je me réjouis, comme vous, d'entendre nos intervenants. Je vous remercie.